Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du jury, cher public, chers contradicteurs. S'abstenir, est-ce prendre position? Il me semble, Mesdames et Messieurs, que oui. Lorsqu'on s'abstient, nous prenons position. Quelle qu'en soit la forme, quelles qu'en soient les modalités, quelles qu'en soient les motivations, toute abstention est une prise de position. Le bruit court, Madame la Présidente, que lorsque vous ne siégez pas au jury Rhétorica, vous dispensez des cours. Est-ce que lorsque les étudiants s'absentent ou lorsqu'ils s'abstiennent de venir en cours, ils ne prennent pas position? Si oui ou si non, je n'ai pas la réponse. Mais tout de même, pour éviter d'avoir à y revenir, il faudrait peut-être le souligner, c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Et puis, il faut que nous nous vengions, Lucas et moi. Mon cher Lucas, nous avons été vaincus. Et pour nous venger, nous sommes comme l'entrée. Et à titre d'entrée, nous devons divertir, mesdames et messieurs. Et pour nous venger, il y a une question de rémunération qui s'est posée à nous. Et donc, Maxence et Marine devront nous rémunérer. Public, ne vous abstenez pas. Ou plutôt, abstenez-vous de tout stoïcisme, riez, prenez plaisir, et ainsi nous pourrions discuter ensuite de la révalorisation de notre rémunération. Mesdames et messieurs du tribunal, n'y voyez pas là un projet d'emploi fictif. Il n'y a pas de Penelope Gate. Il n'y a pas d'affaire d'époux Balkany en vue. Donc, renoncez à y voir une infraction. Abstenez-vous d'y voir là motif de poursuite. Après avoir dit cela, pour vous faire plaisir, et moi-même pour m'installer confortablement dans la parole, je dois vous dire que l'abstention est une prise de position, et pour vous en parler, mon argumentation se tournera ou s'articulera autour de 3 points. Tout d'abord, l'abstention, il me semble, est une prise de position morale. L'argument ici est un argument maurassien. Pour ceux qui le connaissent, Maurras est un grand théoricien du nationalisme intégral. À côté de lui, M. Zemmour, c'est du menu fretin. Pas grand-chose, quoi. Et il considérait que toute éphéméride politique française est une histoire des années de peste. Parce que il faut, selon lui, laisser la vie politique à ceux ou aux individus qui sont les moins recommandables. C'est-à-dire que ceux qui ne votent pas, donc ceux qui s'abstiennent, ceux qui ne vivent pas des élections, doivent, selon lui, incarner l'élite sociale. Et pour incarner cette élite sociale, donc pour prendre position dans le sens de la société, il faut s'abstenir de participer au subterfuge ou à l'arnaque que constituent les élections. Et si vous voulez un exemple pour être convaincu de la justesse du propos de Maurras, rappelez-vous qu'en 2009, le 21 mars, à l'occasion des élections régionales, M. Balkany a pu dire « Votons, refusons l'abstention, s'abstenir c'est renoncer, voter c'est croire ». Justement, s'abstenir c'est renoncer, mais c'est renoncer à une question d'emploi fictif, c'est renoncer à l'idée qu'on pourrait élire un individu qui, après, voudrait détourner ou ne pas, en tout cas, aller dans le sens des exigences du fisc. Et donc, nous renonçons par une abstention à l'imposture, à une imposture morale d'individus qui prétendent être vos représentants, alors qu'ils n'ont pas l'autorité morale ou l'intégrité morale nécessaire pour l'être. Et donc, s'abstenir d'élire M. Balkany, c'est désapprouver le modèle moral ou l'intégrité morale qu'il aurait à cœur de représenter. Trêve de cesser de charger M. Balkany, les juges et les procureurs s'en sont suffisamment chargés. Qu'un politique, mesdames et messieurs, comprenez bien mon propos, soit corrompu, cela me meut, mais autre mesure, s'il est compétent, ça ne pose pas grand problème. Ce qui me dérange, c'est qu'en plus de la corruption, il soit incompétent. Et donc, s'abstenir d'élire un tel politique, c'est refuser non seulement, ou renoncer non seulement, à l'imposture, à l'incompétence et à la corruption.
S'abstenir, c'est prendre position contre tout ça à la fois. Ensuite, l'abstention est une position politique. Au-delà de la position morale, l'abstention est une position politique. Nous vivons une ère de confusion généralisée. Cette confusion, elle est idéologique. On entend couramment qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Alors je sais que généralement, ceux de droite disent que dire qu'il n'y a plus de gauche et qu'il n'y a plus de droite, c'est un propos d'homme de gauche. Tout de même, ce sont les faits. Les partis politiques, mesdames et messieurs, qu'on représente tel ou tel bord, n'ont plus de crédit. Et ce qui en témoigne, c'est le taux de participation aux élections. L'abstention est une prise de position dans la mesure où la population ou le peuple électeur refuse cette confusion généralisée. Il tient à la distinction, il tient aux différences. Et donc, en s'abstenant de participer à une élection, il réprouve le modèle ou cette confusion généralisée, cette idée qu'il n'y a plus de droite et qu'il n'y a plus de gauche. S'abstenir donc, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, c'est refuser de participer à une délibération, c'est renoncer à voter. C'est alors, ou c'est par conséquent, une rupture avec la confusion généralisée dont je vous ai parlé. C'est cela le sens politique de l'abstention, ou ce qu'on appelle plus communément l'abstentionnisme politique. On ne vote pas parce que, quel que soit le candidat, les dés, comme on le dirait, pour faire simple, pardonnez-moi la liberté de ton, les dés sont pipés. Et parce que les dés sont pipés, nous ne votons pas et nous refusons le modèle. En cela, l'abstention, politiquement, est une prise de position. Le troisième point, mesdames et messieurs, l'abstention est une position intellectuelle. Elle est une posture de l'esprit rationnel. Elle est une posture de doute cartésien. Lorsque nous nous abstenons, nous avons à l'idée que les propositions ou les repères que nous avons à notre portée, il ne faut pas si immédiatement pencher pour l'une ou l'autre des options. Cela, ce serait le choix du cœur et non pas le choix de la raison. Quel est le choix de la raison? C'est de dire, nous avons des propositions, mais rien ne garantit qu'elles soient totalement vraies ou totalement fausses. Que faisons-nous? Nous nous abstenons de trancher, nous renonçons d'abord et nous analysons. En ce sens, donc, intellectuellement, nous prenons position en nous abstenant. Pour être, si vous voulez, parce que j'ai l'impression que là je ne suis pas grand clair, donc pour être plus clair, l'abstention ici procède de l'idée que toute position est relative, que toute perception ou toute opinion est fragile. Et en raison de cette fragilité, en raison des erreurs inhérentes aux différentes positions et aux différentes postures, nous nous abstenons pour prendre la position de l'analyse et de la réflexion. Cela, plus communément, pour ceux qui aimaient la philosophie, plus communément, on appelait cela le doute. Le doute qui est un point de départ. Donc, une position, je vous l'ai dit, intellectuelle, d'analyse et de réflexion. Mesdames et messieurs, s'abstenir, c'est se dire « je ne veux pas » et « je ne peux pas » et parfois même les deux à la fois, trancher, c'est renoncer à trancher. C'est une abstention ou c'est plutôt une posture, une sorte, j'allais dire, de scrupule de l'intelligence et de la culture. C'est une nécessité de la méthode. C'est-à-dire que dans l'ordre de ce que peut l'esprit, nous refusons immédiatement, face à une proposition, de souscrire à l'une ou à l'autre, mais encore une fois, simplement pour réfléchir. Donc nous prenons position pour la réflexion. Et enfin, le dernier argument que j'aimerais évoquer pour vous démontrer que l'abstention est une prise de position, c'est qu'une position est un choix. S'abstenir, c'est ne pas faire, mais ne pas faire volontairement. C'est encore l'expression d'un choix. Et donc, l'abstention et la prise de position
sont tous deux l'expression d'une volonté. Alors, vous me direz, les formes et les modalités de la volonté changent. Oui, je vous le concède, les formes et les modalités d'expression de cette volonté changent ou peuvent changer, varient. Mais le fond, tout de même, qui est l'expression d'une volonté, qui est l'expression d'une idée, reste le même. Et c'est à ce fond qu'il faut se fier. C'est ce fond identique qui fait, ou qui me permet de dire, que l'abstention, toute abstention, est une prise de position. Toute abstention est un choix. Et cela, il va de soi, ou je l'espère que vous me l'accorderez, mesdames et messieurs. Je vous remercie. Avant même que ma plaidoirie ne commence, je souhaite vous faire une promesse. Oui, bien évidemment, je parlerai de l'abstinence sexuelle. Et, n'en déplaise aux plus intéressés, ce sera à la fin de ma plaidoirie. En attendant, messieurs les gentlemen pervers, vous pouvez retourner sur vos téléphones et revenir dans environ 10 minutes. Ce n'est pas seulement en s'abstenant d'agir que l'homme accède à la liberté de non-agir, mais ce n'est pas non plus en renonçant qu'il accède à la perfection. Ce vers de la Bhagavad Gita me tiraille de savoir si je dois m'abstenir ou non une dernière fois de dire « Madame la Présidente, cher jury, cher public, cher contradicteur », peut-être pour tenter une future perfection, je ne sais pas. En tout cas, je suis heureux de plaidoyer avec vous dans cet amphi, ici, une dernière fois. S'abstenir, est-ce prendre position? Mais position par rapport à quoi? S'abstenir, pardon, par rapport à quoi? Par rapport à ses actes, à ses dires, vous qui restez très muets, à ses pensées. S'abstenir vient du latin abstenere, qui signifie se priver de faire, s'interdire l'usage de quelque chose. Alors que prendre position, c'est faire connaître un point de vue, c'est se prononcer sur un débat, c'est prononcer un différend. Ainsi, prendre position établit le lien inextricable entre nos choix et le fait de faire connaître ce choix. Le verbe « être », on se l'avouera, est assez strict. Il impose à mon contradicteur de défendre une vérité absolue. Il me permet de pouvoir la démonter. Le sujet souhaite savoir si dans l'action de s'abstenir, il y a toujours la conséquence de prendre position. En mathématiques, on appelle ça une implication. A implique B. Action de s'abstenir implique la prise de position. Perdre en demi-finale implique la petite finale. Mais ça n'est pas grave, car quel plaisir de faire cette fameuse revanche, Monsieur Sangaré. Pour que cette implication soit vraie, il faut que n'importe quel élément de A implique B. Revenons à notre sujet, il faudrait que n'importe quelle abstinence, peu importe sa nature, entraîne une prise de position. Je distingue 3 grands courants d'abstinence. La première, verbale, la seconde, physique, et la troisième, celle de la pensée. Par exemple, si on s'abstient de penser, comme ce serait le cas pour quelqu'un pratiquant la méditation, ou un sportif accomplissant une grande performance, impossible de savoir quelconque prise de position. Il n'y a aucune prise de position visible, pourtant, ils sont clairement dans une abstention. C'est donc cette lacune résidant dans la prise de position qui me fait dire qu'effectivement, s'abstenir dans son sens le plus plein, ça n'est pas toujours prendre position. Ce simple exemple prouve que mathématiquement, s'abstenir n'est pas prendre position. Néanmoins, j'ai comme l'impression que les mathématiques, ce n'est pas ce qu'on préfère dans cet amphi. Et je vais devoir utiliser d'autres moyens pour vous convaincre. C'est pourquoi je ferai réfracter la lumière de la non-prise de décision au prisme de l'abstinence, en dégageant 4 domaines de longueur d'onde. Le premier, juridique, le second,
électoral, le troisième, philosophique, le dernier, peut-être le plus attendu. La loi est très explicite sur l'abstinence. Dans le domaine pénal, si vous vous abstenez volontairement de venir en secours à quelqu'un et qu'il n'y avait aucun danger, aussi bien pour vous que pour une autre personne, c'est un délit. Non-assistance à personne en danger. Il semble donc que nous sommes contraints de prendre position, du moins vis-à-vis de la loi. Soit j'aide mon camarade et je choisis par extension la légalité, et ce, même si c'est le candidat que j'affronte le jeudi prochain. Soit je m'abstiens et je prends position pour la prison. Mais c'est à un détail près. L'abstinence de la loi a quelque chose de spécial. Elle n'est pas générale. Elle est volontaire. Cela change tout, puisque désormais, s'abstenir n'est plus forcément puisque s'abstenir peut être la conséquence non plus d'une autorité propre, mais étrangère. Prenons un exemple très simple. Imaginez que M. Sangaré se déplace ici même et trébuche, comme moi j'ai failli le faire lors de ma première plaidoirie, sur ce bitonio. Madame la Présidente me dit « Surtout, n'intervenez pas ». Non seulement j'aurai gagné cette joute, car M. Sangaré sera hors d'état de débattre, mais la loi ne pourra pas me faire prendre position par mon abstinence, car celle-ci n'émane plus de moi, mais de Madame la Présidente, qui est une autorité supérieure, excusez-moi, très supérieure. Donc effectivement, j'aurais pu être d'accord avec vous, chers contradicteurs, et considérer que juridiquement, l'abstention ne serait qu'une future prise de position entre demandeurs et défendeurs. Mais non, le sujet présuppose son abstention dans sa plus grande globalité. Et réfléchir sur une abstention imputée n'est plus l'objectif visé. Projetons-nous vers le 10 avril prochain. L'abstentionnisme dont il est le plus question en ce moment même est bien évidemment l'abstentionnisme électoral. Je me suis donc intéressé au travail d'un ancien membre du Conseil constitutionnel, Alain Lancelot. Celui-ci esquisse la principale raison de l'abstentionnisme électoral français. Elle décrit ceux qui ne s'intéressent, mais alors pas du tout, à la politique et qui ne s'estiment adhérents à aucun parti. Ils restent loin de toute forme de participation et d'implication. Ils sont davantage impliqués dans l'idée de refus. Alors, je vous propose un petit exercice. Essayez d'imaginer votre abstentionniste en herbe dans votre tête. Je suis presque sûr que ça donnera des choses du style Kevin, son verre de Ricard à la main, plus pressé de finir son tiercé plutôt que d'aller voter. Alors, vous n'avez rien dit, mais je vous trouve assez caricaturaux. Moi, j'imagine également l'image du philosophe antique, celui qui s'abstient de toute activité politique. Ce philosophe ne prendra pas position car il est au-dessus de l'échiquier politique. C'est le principe de la maïeutique socratique. C'est en partie le principe. Le philosophe cherche à ce que l'individu se pose les bonnes questions. Mais jamais il ne répondra à ces questions, car jamais il ne prendra position. Outre avoir placé Kevin et Socrate dans le même panier, vous en conviendrez, on comprend bel et bien que dans la forme d'abstentionnisme politique la plus répandue, il n'y a aucune forme de prise de position, mais plutôt quelque chose qui s'apparente à un jean-foutisme prononcé et assumé, indépendamment de toute notion d'intelligence. Parlons philosophie, et plus précisément du stoïcisme. Que dit-il sur l'abstention? Essayez d'imaginer. Le stoïcisme place l'action de s'abstenir parmi l'une de ses plus grandes vertus. Qu'en est-il de la prise de position? Elle est inexistante, car elle ne dépend pas de nous, mais de notre destinée. Essayez de prendre position contre sa nature. C'est d'une part
souffrir terriblement, et c'est d'autre part prendre le risque que la réalité revienne d'une manière très brutale. Zénon, père de cette philosophie, utilise une métaphore assez ingénieuse, celle du chien entaché à sa charrette. Le chien, c'est aussi bien vous que vous jurez, que vous, contradicteur, que moi, tout humain sur cette planète, peut être visualisé comme le chien. La charrette, c'est notre destinée. Alors, soit le chien suit le sens de la charrette, soit il tente d'aller à l'encontre. Ça donnera un truc du style. En une phrase, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une ambivalence dans l'abstinence entre croire que l'on prend position et réellement prendre position. Car, vous en conviendrez, c'est la charrette de la destinée qui nous entraînera de force ou de gré là où elle a décidé de nous emmener. Alors ça y est. On y est enfin. Il est temps de parler de l'abstention sexuelle. J'aimerais, sans mauvais jeu de mots, l'envisager de deux côtés. Premièrement, sachez qu'ici, c'est bien la biologie qui prend position à notre place et nous sommes vaincus et continuons d'errer dans l'abstinence la plus profonde. Je vous explique la théorie de la sélection sexuelle. On observe dans la nature, devinez quoi, que les femelles ont tendance à choisir leur partenaire de reproduction, et ce, bien plus que nous, mâles, choisissons. Parmi ces critères, la longueur du bois chez les cerfs, la longueur de la queue, de la plume des pans, bien évidemment, ou encore la beauté du chant d'un oiseau. Il constitue autant de critères qui condamnent certains individus à une abstinence forcée et absolue. Inutile qu'on peut largement transposer cette théorie à l'humanité. Je ne m'attarderai pas sur les critères physiques masculins humains de grosseur et largeur, mais sachez, messieurs, que tout de même, il vous reste la beauté du chant. Regardez Serge Gainsbourg. Et pour conclure, vous l'aurez tous compris, dans le domaine de la reproduction, au même titre que le stoïcisme, on ne choisit pas de prendre position. Ce n'est plus la destinée qui la prend pour nous, c'est quelque chose de bien plus diabolique, de bien plus puissant, de bien plus traumatisant. La jante féminine. Pour conclure, et je finirai sur ce point de vue, purement littéral. Je vais vous poser une question, Monsieur Sangaré, et j'espère que tout le monde ici la retiendra parce que j'ai très envie d'avoir cette réponse. Comment, dans une abstinence sexuelle la plus absolue, prendre position des 64 Kamasutras existants? Merci. Mesdames et messieurs, mon cher Lucas, votre rapport à nos univers sensibles, à nos indisciplines charnelles m'a beaucoup marqué. Tout le long de votre plaidoirie, parlant d'abstention, et même lorsqu'il était question de l'abstention politique, vous avez parlé d'abstinence. Vous avez trouvé dans la salle quelques pervers. Je me pose des questions sur mon contradicteur lui-même. Mais enfin, ça, ce sont les questions que je me pose. Une chose est certaine, mesdames et messieurs, c'est qu'à Rhétorica, vous l'avez entendu, nous ne manquons pas, ou nous ne sommes jamais plutôt au bout de nos surprises. L'abstention est une abstinence de la politique à des indisciplines charnelles, le va-et-vient un peu ambigu, mais tout de même, il faudrait que je relève deux choses. C'est que, parlant de l'abstention, vous avez eu recours à un exemple, à un cas isolé du droit pénal. Cas assez isolé parce qu'il y a, je ne veux pas la frustrer, M. Fleury,
Mais il y a au-delà du droit pénal, et même au sein du droit pénal, d'autres circonstances ou d'autres situations autres que ce cas particulier. Et si vous voulez, dans le droit en général, des exemples qui tendent à vous assurer que l'abstention est une prise de position, je convoquerai quelque chose que nous apprenons dès nos premières années, c'est le droit de propriété. Alors vous savez, mesdames et messieurs, qu'on a le droit d'avoir un bien, de l'utiliser, de le faire fructifier ou de le vendre. Là, nous sommes dans l'exercice actif de notre droit. En revanche, mesdames et messieurs, vous avez le droit aussi, de ce même droit de propriété, de ne pas utiliser votre bien, de ne pas le faire fructifier et même de ne pas le vendre. Et donc, vous avez le droit, volontairement, de ne pas faire, de le laisser simplement comme ça, en vous abstenant de le vendre, en vous abstenant de l'utiliser, en vous abstenant de le faire fructifier. Vous prenez position pour un exercice, mais un exercice négatif dans sa forme d'un droit, votre droit de propriété. Et donc, mesdames et messieurs, vous voyez là, ou par cet exemple, que l'abstention, si elle est une prise de position, c'est parce que justement, elle réside dans un choix volontaire de ne pas faire quelque chose. Mais ce choix volontaire de ne pas faire quelque chose, retenez-le bien, est un choix, est l'expression d'une volonté, est une prise de position. Nous décidons, c'est une décision, nous décidons de ne pas faire, nous faisons un choix, nous prenons position. Ensuite, il faudrait tout de même, en relevant la frustration gravitationnelle par rapport à la sexualité qui a été la vôtre, il faut dire que il y a toujours un droit, mais cette fois-ci, du point de vue ou du côté des avocats, ce qui a été théorisé comme étant la défense de rupture. C'est une idée de dire, et c'est cela l'abstention, je romps avec des situations présentes. Je refuse de participer à une situation concrète. Et en s'abstenant, donc, de participer à un simulacre de procès, estimait Maître Vergès, il théorisait ce que lui-même a appelé la défense de rupture. Parce que le sort de l'inculpé était déjà connu d'avance, je vous l'ai dit, les dés sont pipés, on sait d'avance qu'il sera condamné, et pour ne pas participer à ce concert-là, on refuse, on rompt, on décide. Maître Vergès décidait ainsi. Et donc, dans le domaine juridique et judiciaire, messieurs, contrairement à votre cas isolé que vous avez évoqué, vous voyez bien que l'abstention est une prise de position. J'ai relevé le manque de fond gravitationnel de votre démonstration et je ne sais pas, je suis un peu embêté parce que dans votre plaidoirie, je n'ai pas relevé quelque chose de particulier qui mériterait contestation, outre cet élément-là. Mais de dire simplement, mesdames et messieurs, que ne le perdez pas de vue, tout choix, toute décision procède d'une volonté. L'idée de s'abstenir procède de l'expression de la même volonté. Et que dans ce sens-là, et rien que dans ce sens-là, qu'il s'agisse d'une abstention politique, qu'il s'agisse d'une abstention morale, ou qu'il s'agisse de notre univers intellectuel, spirituel, pas au sens religieux, mais au sens de l'esprit, l'abstention est une prise de position. Ce sera tout. Vous avez merveilleusement pris position, surtout envers les Balkany. Et inutile de souligner que cela n'est pas dans l'abstinence. Cependant, j'ai quelques reproches à vous faire. Prenez l'exemple des étudiants. Les étudiants qui ne viennent pas en cours. C'est un choix de s'abstenir de venir en cours. C'est ce que vous avancez. Que répondrez-vous face à mon cas? Je me suis abstenu d'aller en cours, du moins les 3 premiers d'histoire du droit public, pour la simple et bonne raison que je n'étais pas au courant. Je me suis abstenu, pourtant je n'ai pas vraiment pris position car il s'avère que c'est mon cours préféré. Ensuite, vous aviez longuement évoqué l'abstentionnisme électoral et
fait passer le message comme quoi, selon vous, s'abstenir, cela peut être une prise de position. Bien, vous savez quoi? Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je me dois de soulever toutes les exceptions liées à ce sujet. Effectivement, il peut y avoir des prises de position par l'abstention. Et là où vous en faites une doctrine, moi, je ne pense que il n'y a absolument aucune prise de position liée à l'abstinence. Et c'est particulièrement vrai pour les élections. J'ai évoqué le cas des abstentionnistes qui vraiment se fichent de la politique. Mais bon, il y a selon vous aussi les élites, une certaine élite selon Maurras qui ne votent pas. Alors, je vous pose la question, cher jury. Imaginons que vous incarniez ici même l'élite. Qui a l'intention de s'abstenir parmi vous lors de la prochaine élection? Visiblement, personne. Ensuite, vous avez soulevé un paradoxe. Choisir de reporter... Non, excusez-moi. Comme si le choix de réfléchir était une prise de position. Moi, je l'envisage plutôt comme une translation temporelle. Parce que la décision, c'est elle la véritable prise de position. Prenons un exemple très concret. Par exemple, j'adore l'auteur Céline. Pourtant, à chaque fois, je me demande si je dois dissocier l'auteur de l'œuvre. Vous savez quoi? Je n'ai toujours pas cette réponse. Je décide de porter la réflexion à plus tard. Je n'y réfléchis pas quand je lis le livre, sinon ça donnerait des choses un peu bizarres. Je porte la réflexion seulement plus tard. Il n'y a aucun choix là-dedans. Je n'ai pas encore pris de décision et je ne vous l'ai pas encore fait savoir. Enfin, j'attaquerai votre position qui consiste à dire que la prise de position est toujours volontaire, est un choix personnel. On a l'impression que c'est un choix personnel. En ce moment, je lis un psychanalyste, Jung, qui détermine tous les processus de l'enfance qui nous font prendre des positions plus tard. Prenons l'exemple de Gandhi. Est-ce que la position qu'il a prise de ne plus manger pour être écouté, bien sûr, c'est dans le cadre de l'abstinence, est réellement une position. Jung nous dit que lorsque l'on regarde son enfance, il était très mauvais à l'école. Il était très mauvais à l'école, pourquoi? Il devait avoir des règles et il ne supportait absolument pas ces règles. Il était, dès que sa liberté était outragée, cela provoquait directement un choix. Et donc cette prise de position n'émane pas de lui, mais émane plutôt de sa personnalité. Enfin, j'aimerais remercier l'équipe Rhetorica d'avoir organisé ce concours. Vous remerciez, vous, cher Kaba, d'avoir encore une fois plaidoyé avec moi. Et je laisse la parole au jury. Bonsoir à tous les deux, Monsieur Sangaré Kaba et Monsieur Delbos Lucas. Bravo pour vos prestations. J'ai une question pour vous, Monsieur Sangaré. Finalement, s'abstenir, est-ce que ça n'est pas douter toujours? Merci madame pour cette question. Il me semble que l'on peut effectivement avancer l'idée que s'abstenir, c'est douter. Donc, c'est une prise de position intellectuelle, je l'ai dit, mais c'est une position intermédiaire, parce que selon les écoles que nous envisageons du doute, que nous soyons sceptiques ou que nous soyons pyrrhoniens, notre rapport, ou plutôt cartésien, notre rapport au doute varie. Donc, s'abstenir, c'est sans doute douter, mais c'est une prise de position intermédiaire, parce que
on ne peut pas vivre uniquement que de l'esprit. On ne peut pas constamment douter. Il y a tout de même la nécessité de vivre. Donc, on s'abstient, on doute, mais on ne doute pas toujours, puisqu'au bout, l'abstention devra nous permettre de trancher. Donc, il me semble alors que l'abstention, c'est douter, mais ce n'est pas douter toujours. C'est douter pour commencer et pour parvenir à une conviction, laquelle conviction est toujours nécessaire pour vivre. Bonjour à tous les deux. Ma question s'adressera à Monsieur Delbos. Monsieur Delbos, vous avez invité dans vos discours des philosophes, Maurras, Gandhi, vous avez évoqué des écrivains, Céline notamment. Est-ce que vous partagez l'opinion d'un grand philosophe, Jean-Paul Sartre, qui disait que l'isoloir est le symbole de toutes les trahisons ? L'isoloir est le symbole de toutes les trahisons. L'opinion publique, je pense, de ces quelques derniers présidents, vous dirait que oui. Indépendamment, enfin, plutôt mon avis personnel, je prendrai encore une fois Sartre pour illustrer mon propos, qui disait que élection, piège à con. Je pense que c'est un peu vrai, effectivement. Dans le sens où on ne fait pas de la politique pour la vérité, mais on fait de la politique pour imposer sa vérité. C'est même le principal défaut, je trouve, de ce paysage politique. Et en ce sens, oui, je pense que Sartre avait raison. Bonjour messieurs, félicitations. J'ai une question pour monsieur Sangaré. Est-ce que pour vous, l'abstention n'est-elle pas simplement le choix des lâches ? Merci, madame. Je suis un peu embarrassé parce que je ne suis pas suisse. Je pense que la neutralité des Suisses, s'il y a des Suisses dans la salle, pardonnez-moi, mais la neutralité des Suisses aurait servi à y répondre, mais n'étant pas suisse, il m'est assez difficile d'argumenter en ce sens. Mais simplement pour vous dire que, à mon sens, l'abstention n'est pas une position de lâche. Elle procède de cette idée simplement que ce que nous avons là, ou les propositions que nous avons en face de nous, ne sont pas tout, ou que l'ensemble des propositions qui peuvent exister ne sont pas réductibles ou n'est pas réductible, cet ensemble n'est pas réductible aux offres que nous avons actuellement. Et donc, en ce sens, on peut, en s'abstenant, ne pas choisir entre ces deux éléments, mais tout de même avoir alors cette idée que par le refus de choisir justement, je prends une position. Donc ce n'est pas être lâche, mais c'est de dire aux tenants des différentes positions, vraisemblablement, il y a des errements, il y a des égarements ou des faussetés dans vos positions, si bien que je ne peux être ni pour vous, ni contre l'autre. Donc ce n'est pas une lâcheté, c'est plutôt une preuve de courage de renvoyer deux personnes qui sont probablement dans l'erreur à aller révisiter encore leurs théories ou leurs idéologies. Merci messieurs pour votre plaidoirie. J'ai une petite question à poser à monsieur Delbos. Comment est-ce que vous inscrivez l'aspect, je dirais, j'ai perdu ma question, pardon, spirituel, pardon, dans cette notion d'abstention, puisque vous avez évoqué la notion physique d'abstention et la notion spirituelle, par exemple la notion de carême. Donc si je voulais aller à l'encontre de ma thèse, je dirais que faire le choix du carême dans le cadre de l'abstinence, c'est prendre position.
Sauf que c'est oublier une composante de la religion. En général, lorsque l'on est attaché à une religion, on peut certes considérer ça comme un choix, mais c'est plus. C'est une évidence. En quelque sorte, nous sommes, et ce n'est pas même en quelque sorte, c'est sûr, nous sommes touchés par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas de question, est-ce que je fais un carême, est-ce que je n'en fais pas? Non. Si vous l'êtes profondément, si vous êtes profondément chrétien, il n'y a pas eu de choix, il n'y a pas eu de prise de position. Le chemin était déjà tracé. Alors certes, il y a abstinence, mais en aucun cas, il y a prise de position. Bonsoir. Merci pour vos prestations respectives. Alors moi, je suis un peu gênée parce que j'avais une question sur ce thème de l'abstinence, s'abstenir sur le plan physique et s'abstenir sur le plan spirituel. Je me permets de rebondir sur votre question parce que je pense que la réponse n'était pas celle que vous attendez. Vous avez dit pendant votre plaidoirie que la méditation, c'était ne pas prendre position. Vous avez dit aussi que le corps pouvait s'abstenir sur le plan sexuel, donc vous avez impliqué le corps uniquement, là encore sur cette question-là. Mais par exemple, sur la méditation, n'est-ce pas l'esprit qui prend position? Alors je pense que vous avez déjà répondu à la question, c'est l'esprit qui va prendre position. L'esprit, ou plutôt le fil de la pensée. Je pense que les psychanalystes, eux, diraient que c'est l'inconscient qui prendra position. Alors certes, l'inconscient, c'est nous, mais ce n'est pas notre logique à l'état pur. Ce n'est pas le raisonnement que nous allons mener qui va prendre position. C'est notre essence, c'est notre nature, c'est notre inconscient. Donc, tandis que mon contradicteur envisageait la question de la prise de position d'un point de vue purement volontaire, moi je pense que, encore une fois, on pense trop souvent qu'elle est volontaire. Dans ce cas-là, elle serait involontaire. Et je ne pense pas que ce soit une prise de position, car la prise de position doit être réfléchie dans ce cas. Bonsoir messieurs, merci pour vos plaidoiries. J'ai une question pour monsieur Sangaré. Je pense que vous conviendrez que la paresse parfois peut conduire à s'abstenir. Et si tel est le cas, quel type de position prenez-vous à ce moment-là? Eh bien, monsieur, je dois d'abord dire une première chose à mon contradicteur, c'est que nous avons passé la phase des contre-plaidoiries et des plaidoiries. Donc, l'idée de répondre à une question en l'associant ou en associant la réponse à mes démonstrations, cette époque-là où ce temps-là est passé. Après cette précision qui méritait d'être faite, monsieur, il est peut-être possible, j'en conviens, que la paresse soit à l'origine d'une abstention. Mais dans un monde où tout va vite, où il y a un certain culte de la rapidité et de la célérité, la paresse qui serait à l'origine d'une abstention est une forme d'éloge. L'éloge, justement, d'un art que nous avons perdu, l'art de savoir prendre son temps. Et donc, contre cette idée qu'il faut être dans le tout va vite et dans le rythme du monde, nous prenons une position, je vous l'ai dit, l'abstention est une rupture, donc la paresse qui en est à l'origine rompt avec cette idée ou avec ce rythme-là moderne, tout doit être fait rapidement. En ce sens, la paresse est une abstention, enfin la paresse est à l'origine de l'abstention pour faire court, mais c'est un éloge donc de la rupture avec la rapidité ou la célérité du monde ou des choses du monde. J'espère avoir répondu à votre question. Très bien, merci.
Merci à tous les deux pour vos plaidoiries. Je vais d'abord poser une question à Monsieur Delbos. Souhaiteriez-vous que les membres du jury ce soir s'abstiennent de vous départager, l'un et l'autre? Alors non, non. Ce serait un peu dommage. Qui aurait la médaille en chocolat? Donc, non, et justement, vous allez prendre position, mais vous allez prendre position sans vous abstenir. Cette prise de position est détachée de l'abstention, si on veut relier ça au sujet. Vous me permettez que je réponde sur la Suisse à mon contradicteur? Parce que... Je ne pense pas que ce soit utile, ce n'est effectivement plus le moment. Tant pis, parce qu'il s'est permis de répondre... Au moment du cocktail. Très bien. Monsieur Sangaré, la question que j'avais imaginée pour vous était toute différente, et c'est votre ami qui m'a coupé l'herbe sous le pied. Je voulais savoir quelle distinction vous faites dans l'échelle de la prise de position entre l'abstention et le vote blanc. Ni l'un ni l'autre, vous n'avez évoqué le vote blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre question, si je comprends bien, Madame la Présidente, c'est l'échelle ou la distinction entre, à notre sens ou à mon sens, qu'il pourrait y avoir entre l'abstention et le vote blanc. Eh bien, pour ma part, je pense qu'en dépit de cette idée que quelques politiques ont eue d'inventer la rouerie du vote blanc, il me semble que l'abstention est plus éloquent que le vote blanc. Je pars de cette idée qu'un politique, et notamment un chef de l'État, tire sa légitimité du soutien populaire qu'il a. Bien sûr, il peut être élu avec un suffrage moindre, 20% de participants à une élection, il sera toujours élu, mais tout de même c'est 20% d'une population. Et donc, certes, son élection est légale, le poste qu'il occupe, il l'occupe légalement, mais il n'a pas ce soutien populaire que j'appellerais de la légitimité politique. Et donc, l'abstention lui ôte cette légitimité politique-là. À partir de ce moment, j'estime que le vote blanc, qui est une participation à la mascarade électorale, est un tout petit peu moins inférieur, à mon sens, à ce refus catégorique de participer à l'élection que représente l'abstention. Et donc, dans l'échelle, l'abstention est un peu plus au-dessus ou un peu plus au-delà du vote blanc. Je vous remercie.